par le sang, par la sueur, les fils du Burkina Faso se sont mis debout pour reconquérir leur territoire, rétablir leur dignité et affranchir leur pays. La vision stratégique de notre leader, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a su, dans l'adversité, transformer notre armée, la restructurer, l'équiper, pour aujourd'hui en faire une armée qui va à l'offensive. Tant que tu te bats pour des traites, ton combat ne portera pas de bons fruits. Pensez-vous que le Premier ministre burkinabé Jean-Emmanuel Ouédraogo peut trahir le capitaine Ibrahim Traoré, surtout en cette phase décisive de l'histoire du Burkina Faso, alors que le monde entier se mobilise derrière un seul président, un phénomène rare, voire inédit en Afrique. Ibrahim Traoré incarne aujourd'hui l'unité, la détermination et l'espoir d'un peuple. S'il y a bien quelqu'un qui aurait pu nourrir du ressentiment envers le capitaine, ce serait l'ancien Premier ministre Apollinaire de Tambela, remplacé par Jean-Emmanuel Ouédraogo. Et pourtant, tous deux ont compris que la mission est trop exigeante pour être menée sans un leader à la hauteur, sans un chef à la hauteur. Et ce chef, c'est bien le capitaine Ibrahim Traoré. Le choix porté sur Emmanuel Ouédraogo n'est donc pas le fruit du hasard. Cet homme connaît parfaitement les réalités actuelles du Burkina Faso. Il a prouvé qu'il est capable de défendre sans artifice ni discours écrit la politique du gouvernement avec clarté, fermeté et loyauté. Il est le bras droit dont le capitaine Ibrahim Traoré a besoin. Voilà ce qu'est un véritable Premier ministre. Suivez l'intégralité de cette vidéo et vous me direz dans les commentaires combien de fois vous serez émerveillé. Pour ma part, j'étais dépassé par la qualité de ses réponses et la façon dont il maîtrise les sujets. Excellence, vous avez pris fonction depuis le 9 décembre 2024. On aimerait bien savoir comment vous vous sentez dans vos attributions, dans ce fauteuil de Premier ministre. Je me sens serein, déterminé avec l'ensemble du gouvernement et bien sûr sous le leadership de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso et chef de l'État. Les défis sont nombreux, les obstacles aussi, l'adversité est grande, mais soyez rassurés que tout cela ne fait que décupler jour après jour notre énergie et surtout notre conviction et notre engagement à réformer en profondeur notre pays, à ramener la sécurité et surtout à ouvrir de meilleures perspectives pour les jeunes burkinabés. Alors, défi, obstacle, adversité, excellence, c'est exactement ce que nous allons évoquer. Il y a quelques jours de cela, l'actualité oblige, le ministre de la Sécurité était sur la chaîne nationale pour évoquer en tout cas un vaste complot contre la sécurité de l'État qui a été déjoué. Alors, on aimerait justement savoir quelles sont les dernières nouvelles de ce dossier. Où en est-on avec l'enquête? Est-ce qu'il y a eu encore d'autres arrestations? Parce que le ministre avait évoqué effectivement qu'il y avait eu des arrestations. Alors effectivement, il y a quelques jours de cela, le ministre de la Sécurité a révélé à l'opinion nationale et même à l'opinion internationale cet énième complot qui a été déjoué, qui a été ourdi depuis l'étranger, en collaboration bien sûr avec des traites de l'intérieur, un complot qui a été déjoué. Les détails ont été donnés dans le communiqué qui a été rendu public. Et à ce jour, ce que je peux vous assurer, c'est que les services de sécurité, les services de renseignement sont toujours en alerte. Et bien sûr, pour contrecarrer totalement, bien sûr, ce dessein funeste que ces ennemis de la nation réservaient à notre pays. Et soyez sûrs que tout est mis en œuvre pour que cet énième complot connaisse le même sort que les complots précédents, c'est-à-dire un échec cuisant pour les comploteurs, que ce soit ceux de l'intérieur ou ceux de l'extérieur. Excellence, au regard de l'ampleur des implications dans cette énième tentative de déstabilisation, implication en lien surtout avec quelques éléments de nos forces de défense et de sécurité, est-ce que notre armée n'a pas été profondément touchée par cette tentative de déstabilisation? Non, pas du tout. Rassurez-vous, les vrais combattants aujourd'hui sont au front, déterminés, ils remportent des victoires et bien sûr quelques égarés qui sont très facilement corruptibles et qui ne sont en réalité que des outils, voilà, qui sont manipulés, instrumentalisés
et qui malheureusement cède. Mais il n'y a aucune inquiétude à se faire. L'armée, nous avons une armée déterminée, une armée professionnelle et surtout aujourd'hui une armée qui mène avec honneur le combat pour la reconquête du territoire burkinabé, pour la reconquête de la dignité du peuple burkinabé et surtout le combat pour l'indépendance réelle de notre pays. Et cela en bonne intelligence avec les armées sœurs de l'AES, de la Confédération des États du Sahel, notamment donc, du Mali et du Niger, avec lesquels elles sont, je veux dire, donc l'armée en étroite collaboration. Et soyez convaincus d'une chose, tous les jours, la conviction que nous allons gagner cette guerre grandit et nous allons tout mettre en œuvre pour y parvenir. Alors, Excellence, relativement à cette actualité, on a entendu le ministre de la Sécurité qui a effectivement, et une fois de plus, pointé du doigt la Côte d'Ivoire. Alors, on aimerait savoir aujourd'hui, que reproche-t-on exactement aux autorités ivoiriennes? Est-ce le fait d'offrir le gîte et le couvert à des personnes qui agissent contre la sûreté de l'État burkinabé, ou alors on reproche d'autres choses aux autorités ivoiriennes? Tous les cerveaux de ce complot, comme ceux des complots précédents, ils sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui leur offre bien sûr le gîte et le couvert. Et c'est depuis donc ce pays que toutes ces tentatives-là sont ourdies, orchestrées. Et surtout que certains d'entre eux aujourd'hui, pour certains d'entre eux, les masques sont tombés parce qu'ils sont en étroite collaboration avec les terroristes qui endeuillent notre pays. Ils en sont les porte-voix. Ils amplifient aujourd'hui les attaques terroristes. Et tous les jours, ils travaillent donc à démoraliser nos forces combattantes. Et ce sont des gens aujourd'hui qui ont renié leur patrie, qui ont renié la terre dans laquelle est enterré leur cordon ombilical. C'est extrêmement grave, mais ça montre aussi à quel point ces individus-là sont sans dignité. Donc, ils sont tous en Côte d'Ivoire. Nous le disons, les faits sont têtus. C'est regrettable. Le chef de l'État l'a dit. Entre les peuples burkinabés et ivoiriens, il n'y a aucun problème. Ce sont des peuples qui ont toujours vécu en bonne intelligence, en toute fraternité. Et aujourd'hui, il est pratiquement impossible de séparer ces deux peuples-là, qui sont fortement imbriqués par l'histoire, par la géographie. Et c'est difficile aujourd'hui dans certaines zones de voir une famille qui n'a pas un frère en Côte d'Ivoire. On a beaucoup de frères ivoiriens qui vivent au Burkina Faso ici. Tout ce qui se joue comme action de manipulation pour déstabiliser notre pays, le peuple ivoirien n'est pas au courant. Au-delà de ça, ce qui est triste également, c'est qu'en réalité, le combat que nous menons aujourd'hui pour la vraie indépendance du Burkina Faso, du Mali, du Niger, pour l'affranchissement réel, pour le rétablissement de notre dignité, c'est un combat que nous menons contre le même maître, le même impérialiste. Et aujourd'hui, le peuple ivoirien est victime également de ce même impérialiste qui domine, exploite, nourrit les tensions. Et ça a toujours été ainsi. C'est pour dire que c'est un combat qui en réalité devrait unir les peuples burkinabés, les peuples ivoiriens, maliens, nigériens, les peuples d'Afrique. Parce que c'est le vrai combat pour l'indépendance réelle. Et donc, c'est dommage de constater aujourd'hui que ce peuple ivoirien-là est pris en otage. Parce que c'est un peuple, je suis convaincu, qui ne souscrit pas du tout à ce qui est ourdi donc, depuis ce pays, contre un peuple frère, contre un pays frère, qui nous demande aujourd'hui d'avoir la liberté de pouvoir donc travailler pour l'épanouissement du peuple burkinabé et surtout de pouvoir donc s'affranchir de tous les liens qui sont là depuis longtemps. Le moment est venu donc de casser, de briser toutes les chaînes. Et je pense que le capitaine Thomas Sankara le disait, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Aujourd'hui, le peuple burkinabé assume sa révolte et tous les liens, toutes les chaînes seront brisées. Excellence, il y a l'un des nôtres, Alain Traoré dit Alino Faso, qui, selon les communiqués officiels, est dans les geôles ivoiriens. Alors aujourd'hui, que savez-vous de cette affaire? Avez-vous des informations supplémentaires? Pour tout vous dire, on a été surpris. C'est vrai que Alino Faso, Alain Traoré, est d'origine burkinabé. Mais je peux dire que c'est peut-être
l'un des jeunes aussi qui symbolisait le trait d'union entre les peuples burkinabés et ivoiriens. Parce que de ce que nous savons, son épouse est ivoirienne. Il y vit avec ses enfants, il mène ses activités en Côte d'Ivoire comme au Burkina Faso. Et il a toujours été celui qui prêchait vraiment cette entente, cette fusion entre les peuples burkinabés et ivoiriens. Et cela se voyait parce qu'il est dans le showbiz. Il faisait donc, il organisait des concerts, il faisait venir des artistes ivoiriens au Burkina. Il faisait partie des artistes burkinabés en Côte d'Ivoire. Donc on a été surpris. Mais on est convaincu que tout cela ne peut être logé que surtout dans cette volonté aujourd'hui de diaboliser. Parce que ce que, semble-t-il, on lui reproche, c'est d'être impliqué dans des actions de subversion. Voilà. Tout ce qu'on savait de lui, c'est que c'est quelqu'un qui fait la promotion de ses activités, mais c'est quelqu'un aussi qui soutenait aujourd'hui les forces combattantes, parce qu'il ne manquait pas de faire des publications sur sa page pour galvaniser les forces combattantes, mais il ne manquait pas aussi de faire des publications pour donner son opinion, en disant sur tel aspect ou tel aspect, voilà ce qu'il suggère. Mais c'est un homme qui a toujours été connu comme quelqu'un qui prêche la paix. De ce qu'on avait entendu, promesse avait été faite qu'on allait être édifié. Mais jusqu'aujourd'hui, on attend d'être édifié. Dans tous les cas, nous lui souhaitons beaucoup de courage et nous exprimons toute notre solidarité avec son épouse et ses enfants. Et avec lui-même, on attend d'être édifié par la suite. Mais je suis convaincu que c'est un écran de fumée. Excellence, dès sa prise de pouvoir, le chef de l'État, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, déclarait que le territoire burkinabé était presque complètement perdu. Moins de 2 ans et demi après, devant l'Assemblée nationale, vous déclariez que ce territoire a été reconquis à plus de 71%. Sur quoi repose cette reconquête? Les acquis que nous avons sont à mettre à l'actif de l'ensemble du peuple burkinabé, sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, qui a su véritablement susciter ce sursaut patriotique des Burkinabés. Quand le chef de l'État disait que notre pays était presque perdu, beaucoup ne le comprenaient pas. Mais aujourd'hui, beaucoup mesurent la portée de cette phrase. N'oubliez pas que quand le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir, la nationale numéro 1 était coupée, pratiquement. N'oubliez pas que les terroristes, parce que certaines chancelleries, notamment l'ambassade de France, déconseillaient déjà des villes comme Koudougou, à 100 km de Ouagadougou. Les terroristes dans le centre-est étaient pratiquement à Koupéla, une commune voisine, Andemtenga et autres, qui étaient déjà infestées. Le centre-sud, c'était la même chose. Donc, véritablement, c'est un pays qui était perdu. Certains se plaisaient à l'époque. Des gens qui sont aujourd'hui, donc, dont les masques sont tombés, on voit véritablement que ce sont les premiers partenaires, soutiens des terroristes, qui ont occupé des hautes fonctions dans des institutions de ce pays, avaient prédit que les terroristes allaient prendre leur café, je ne sais plus moi, à Kongoussi, et puis déjeuner à Ouagadougou. Ils n'avaient pas tout à fait tort quand ils le disaient. Parce que aujourd'hui, quand on voit le combat qui est engagé, les moyens humains, matériels engagés, c'est là qu'on commence à comprendre, comme le chef de l'État l'a dit, qu'on n'est pas juste dans un combat contre des terroristes, à savoir donc des petits illuminés qui courent dans la brousse. On est dans un combat pour la liberté du Burkina Faso. Parce que le terrorisme tel que nous le voyons aujourd'hui, c'est une autre forme d'expression de l'impérialisme, une expression violente. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est recherché, c'est l'affaiblissement de notre pays. C'est la division de notre pays, la partition de notre pays. Et l'objectif, c'est quoi? C'est pouvoir nous maintenir durablement dans la domination, pour nous exploiter et faire de nous toujours des esclaves, des consommateurs qui ne sont pas capables d'assumer véritablement eux-mêmes de façon autonome leurs choix stratégiques. Aujourd'hui, les masques, je dis, sont tombés. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, ce sont des médias français aujourd'hui qui publient les vidéos des attaques terroristes. Et il vous souviendra que ces terroristes qui nous attaquent, que ce soit l'UGS, le JNIM, le GSIM, ils sont classés aussi terroristes par la France, du moins officiellement. Et jusqu'à une date récente, je pense que la présence des militaires français ici, c'était pour les combattre. Mais aujourd'hui, comme je dis, les masques commencent à tomber. Et nous commençons clairement à voir aujourd'hui, comme je l'ai dit, que le peuple burkinabé est engagé dans un combat
pour sa liberté aux côtés des peuples maliens, nigériens, dans le cadre de la Confédération, qui est donc un cadre confédéral issu donc de cette vision stratégique historique des 3 leaders de nos États. Et pour revenir plus précisément à votre question, effectivement, le sursaut patriotique des Burkinabés qui s'est manifesté à travers donc les différentes contributions au Fonds de soutien patriotique, mais aussi la vision stratégique de notre leader, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a su, dans l'adversité, transformer notre armée, la restructurer, l'équiper, pour aujourd'hui en faire une armée qui va à l'offensive et qui nous permet aujourd'hui non seulement de reconquérir des espaces qui étaient irrémédiablement perdus, mais aujourd'hui de consolider la conviction que nous allons gagner cette guerre parce que nous avons des héros sur le terrain qui se battent avec détermination. Ce sont des terres que nous avons héritées de nos ancêtres. Ce sont des terres que nous allons tout faire pour reconquérir, les léguer à nos descendants afin d'être légitimes et surtout d'être à la hauteur de l'héritage que nous avons eu donc et que nous devons assumer aujourd'hui. Dans cet effort de reconquête, comment appréciez-vous l'engagement des forces civiles aux côtés des forces militaires, parlant des volontaires? Comme vous l'avez indiqué, dans la stratégie donc déployée aujourd'hui et surtout dans l'approche qui a été donc mise en œuvre par le capitaine Ibrahim Traoré, la mobilisation des VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, qui sont donc des civils patriotes qui aujourd'hui également sont engagés aux côtés des forces combattantes, notamment donc les forces de défense et les forces de sécurité intérieure, parce que tout simplement, ce sont des civils qui sont révoltés, mais des civils qui savent également que le salut du Burkina ne peut venir d'ailleurs. Ce sont les fils du Burkina qui doivent se mettre debout, assumer les sacrifices et surtout faire en sorte que nous puissions être à la hauteur de ces phrases que nous aimons entonner dans notre hymne national, parce que par le sang, par la sueur, les fils du Burkina Faso se sont mis debout pour reconquérir leur territoire, rétablir leur dignité et affranchir leur pays. Donc c'est saluer vraiment cet engagement donc, des volontaires pour la défense de la patrie et surtout reconnaître que c'est un engagement aujourd'hui qui est extrêmement précieux dans le combat qui est mené aujourd'hui. Comme je le disais, la plus grande reconnaissance, c'est la reconnaissance du peuple et la reconnaissance de l'histoire. L'AES, dans sa dynamique de lutte contre le terrorisme dans son espace, envisage de mettre en place une armée unifiée. Que peut-on attendre concrètement de cette stratégie? Par ailleurs, est-ce qu'on a la garantie que cette armée unifiée à venir ne va pas connaître le même sort que le G5 Sahel? L'AES est née d'abord d'une volonté de défense commune, avant d'être élargie donc aux questions de diplomatie et de développement. Tout simplement parce que nos 3 leaders, le capitaine Ibrahim Traoré, le général d'armée Assimi Goïta, le général d'armée Abdraman Tiani, les 3 leaders à la tête des 3 États se sont rendus compte et ont compris que la solution à la crise sécuritaire au Burkina Faso se trouve au Mali. La solution à la crise sécuritaire au Mali se trouve au Burkina Faso. La solution à la crise sécuritaire au Burkina Faso se trouve au Niger, alors que jusqu'à présent, alors chacun menait son combat de son côté. Et donc c'est ce qui a donc prévalu aujourd'hui et tout de suite après la création donc de l'Alliance des États du Sahel, à ce que ce soit d'abord vraiment une coopération étroite entre les 3 armées pour faire en sorte qu'aucun pays ne puisse être une terre de repli pour l'ennemi. Parce que c'est le même ennemi qui écume la zone des 3 frontières, qui endeuille le Niger, qui endeuille le Mali, qui endeuille le Burkina Faso. D'où l'intérêt donc de cette force unifiée aujourd'hui, le processus avance très bien pour être une force opérationnelle. Vous savez, le G5 Sahel, très vite, si nos États ont quitté ce machin, c'est parce qu'on s'est très vite rendu compte que c'était un autre instrument de notre asservissement, de l'impérialisme. Parce que quand vous voyez à l'époque, en réalité, les 5 États qui composaient ce G5 Sahel ne décidaient pratiquement de rien. Les décisions venaient d'ailleurs et c'était un instrument qui avait été donc mis en place pour servir des desseins qui sont loin, en tout cas,
de la nécessité du combat contre le terrorisme. C'est pour cela que cette institution a brillé donc par son inefficacité, a brillé par son absence sur le terrain. Je ne sais pas quel bilan vous pouvez aujourd'hui tirer de la lutte contre le terrorisme par le G5 Sahel. Je ne sais pas si un seul acquis a été obtenu sur le terrain. Bien au contraire, au lieu de mobiliser les forces endogènes, c'était une structure qui comptait sur des implications étrangères. Et quand c'est ainsi, celui qui vous donne l'argent, c'est lui qui décide de ce qui se fait. Et on a très vite compris cela et nos chefs d'État ont décidé en toute souveraineté de tourner le dos au G5 Sahel. Et aujourd'hui, cette force, la différence donc du G5 Sahel, est née de la volonté de nos 3 leaders qui aujourd'hui sont engagés par des moyens et des capacités endogènes à donner toute la force donc, et toutes les capacités à cette force unifiée-là afin de pouvoir donc mener ce combat historique, gagner la guerre et faire en sorte que de façon donc plus étroite, nous puissions nous opposer donc aux volontés donc des pays impérialistes de briser la dynamique donc confédérale qui est une dynamique de souveraineté.